Chers téléspectateurs, téléspectatrices de GSM Info TV, bonjour et bienvenue dans la chaîne Abino GSM Info TV, une chaîne par excellence, une chaîne de référence, une chaîne pas comme les autres. Kassi Ezasenga, votre humble servante, Grâce Bampende, na cadre toujours il y a émission Abino, échange avec Grâce Bampende. Eh bien nous sommes là pour vous informer, et ça mon sala na biso sokito informé binote, Kassi nani ako informé bino. Voilà, aujourd'hui c'est le 1er décembre 2022, l'Eloïsa, journée internationale du VIH, journée internationale contre le VIH-Sida. Kassi, pour ces sujets très intéressants, vous savez très bien que le VIH-Sida est une maladie, en tout cas, où la pandémie Kassi, ils ont répondu dans le monde entier, c'est une maladie que plusieurs en souffrent. Kassi, pour tellement sujet, tellement intéressant et c'est trop médical, si je peux le dire ainsi. Je ne suis pas seule sur ces plateaux. Nazana invité naye toko solo naye toko kabula naye akoye bisabiso exactement c'est quoi le VIH-Sida, et à part ça aussi ako expliquer biso pourquoi la journée internationale il y a VIH-Sida. En tout cas na kosenga na caméraman na biso Stario Dadi ameka ko fongola invité na biso pour que biso na binoto yebaye Stario meka ko fongola biso invité Nabiso. Voilà, merci beaucoup docteur. Docteur Charles Masianzambi, vous êtes médecin généraliste et vous savez très bien qu'aujourd'hui est la journée internationale de la lutte contre les VIH-Sida. Pourriez-vous un peu nous parler en long et à large l'historique de la maladie, donc du VIH-Sida, et à part cela aussi, parlez-nous exactement de l'historique, donc de l'historique de la journée que l'on célèbre aujourd'hui, le 1er décembre 2022. Oui, merci beaucoup madame la journaliste. Je commence d'abord à saluer ceux qui sont en train de nous suivre. Et par rapport à votre question, la journée internationale du VIH-Sida, le sida étant une maladie endémique, c'est-à-dire qu'une maladie qui touche presque tout le pays, tout le monde entier. Et nous, la République démocratique du Congo, nous ne sommes plus épargnés. Et voilà, vous venez de me poser la question du savoir du parler fait par rapport à l'historique de la maladie et aussi l'historique en même temps de cette journée qu'on célèbre aujourd'hui. L'historique de la maladie VIH-Sida, la maladie a été découverte pour la première fois vers les années 1981-1982 à Atlanta, où des chercheurs étaient en train de faire des investigations. Et vers cette année-là, ils ont constaté qu'au pays qu'il y avait des cas de recrudescence des cas de pneumopathie, en fait infection du poumon, pneumopathie. Okay. Alors, ces pneumopathies qu'ils qualifiaient de rarissimes, c'est-à-dire que des maladies comme si les maladies qui n'existaient plus. Alors ça a étonné les scientifiques pour pouvoir investir davantage. Et ils ont remarqué que ces mêmes personnes, vers ces années-là, qui présentaient des pneumopathies rarissimes, que leur système immunitaire apparaissait défaillant. C'est-à-dire qu'il y avait baisse immunitaire chez ces personnes-là qui présentaient des pneumopathies rarissimes. Ça, c'était de 1 vers l'année 1980-1981. Et vers 1983, à Paris, en France, l'Institut Pasteur a mis pour la toute première fois en évidence le virus du VIH-Sida, en fait. Et au début, lorsqu'ils ont découvert la maladie, le germe en cause, ils ne se rendaient plus compte que c'était le VIH. Ils ont sollicité la contre-expertise à l'Institut de cancer aux États-Unis, qui était cette équipe-là dirigée par le professeur Goïta, je pense le nom va revenir peut-être bien prochainement. Et en connivence avec l'Institut Pasteur et l'Institut de cancer aux États-Unis, les deux institutions ont mis
ont arrivé à mettre en évidence le virus du VIH-Sida. Et à partir de ces moments-là, on a même donné le nom de cette maladie, que c'était le VIH-Sida. Ça, c'était de 1, c'est par rapport à l'historique de la maladie qui a commencé à Atlanta en 1980-1981. Mais par rapport à l'historique de la journée, d'abord, je m'aimerais me poser une question moi-même et répondre en même temps. Pourquoi d'abord cette journée-là? Voilà. La journée, pourquoi? C'est parce que même depuis très longtemps et jusqu'à ce jour, il y a des personnes qui continuent à croire que la maladie VIH-Sida, c'était une fatalité et que des personnes affectées ou touchées de cette maladie sont considérées comme des personnes à part entière, où les gens vont se désolidariser de ces gens-là. Alors, l'OMS et aussi l'Organisation des Nations Unies SIDA a pu décréter cette journée comme journée internationale pour que cette journée soit une journée où les gens vont commencer à sensibiliser la population pour qu'ils puissent se rendre compte de cette maladie avec ses inconvénients, mais aussi en même temps que ce soit une journée où nous tous nous devons montrer notre solidarité vis-à-vis de ces personnes qui souffrent de la maladie, c'est-à-dire que le VIH-Sida, pour que ces personnes-là ne puissent pas se sentir isolées, qu'ils se sentent aussi soutenues. Et aussi, c'est à cette même occasion, c'est-à-dire que le 1er décembre, la même journée permet aussi aux décideurs de pays, soit du monde entier, pour pouvoir converger leurs efforts, voir aussi comment remédier avec cette maladie qui ne cesse de mettre en péril le vie humaine. Voilà ce que je pourrais vous dire par rapport à cette journée. Ce n'est pas une journée où on va célébrer n'importe quoi. Non, non, c'est une journée pour apporter notre solidarité vis-à-vis des personnes qui souffrent de la maladie parce qu'ils se sentent de laisser aussi aux politiques, aux décideurs du monde pour pouvoir préconiser des actions très concrètes pour que la maladie puisse être éradiquée, parce que l'objectif était que cette maladie puisse être éradiquée d'ici l'année 2030. Okay. Et par rapport à ça, comme vous avez dit, la maladie, c'était pour éradiquer, pour que cela, déjà d'ici 2030, vous pensez que ces processus-là peuvent aboutir vraiment au... Donc vous pensez que les objectifs seront atteints? Vous pensez cela? Les objectifs actuellement ne sont pas atteints parce que si je ne sais plus si vous avez suivi le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, voilà, qui a parlé aussi par rapport à cette journée, qui parlait des inégalités qui règnent dans le monde pour pouvoir éradiquer cette maladie d'ici l'année 2030. Selon lui, il a fait les observations pour dire que beaucoup de pays enregistrent jusqu'à ce jour des inégalités. C'est ce qui fait que l'objectif qui était fixé pour que la maladie puisse être éradiquée d'ici 2030 n'est pas atteint jusqu'à ce jour. Et c'est ce que le représentant des Nations Unies hier avait dit, si vous l'avez suivi. Donc aujourd'hui, je pourrais répéter ces propres mots pour dire que l'objectif n'est pas atteint dès lors que la mission a été décrétée depuis très longtemps, mais il nous reste que presque 8 ans, vu que les inégalités continuent encore. Ceci voudrait dire que nous sommes loin d'atteindre cet objectif d'éradication de la maladie du VIH-Sida. Mais vous pensez que cette journée qui est dédiée à la lutte contre le VIH-Sida, vous pensez que cela peut aboutir à quelque chose? Ça en vaut la peine exactement, la journée en question? Oui, je pense que cette journée doit subsister dès lors qu'elle nous permet d'abord, comme je viens de le dire, de nous solidariser avec des gens qui sont touchés parce qu'ils se sentent abandonnés, mais aussi c'est une occasion pour que le scientifique puisse réfléchir davantage, voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble avec le décideur et nous les scientifiques pour que réellement cette maladie soit éradiquée. Donc cette journée, je crois que ça doit être pérennisé parce que ça nous permet aussi de réfléchir exclusivement sur cette maladie.
Voilà, merci beaucoup, docteur Charles Massianzambi. Voilà, dites-nous un peu. Partout, si on constate, Bessika Tokendaka, Bessika sensibilisation, place Bazosa, on appelle ça encore comment, le terme m'échappe, et Sika Basa, la dépistage, voilà, tout le monde a un milieu universitaire, tout le monde a un peu de fois, un panneau, tout le monde a un peu partout, un peu partout là où il y a dépistage, il y a VIH-Sida. On voit qu'il y a un signe là, il y a bande rouge, je crois bien, et ça, le quoi, moi, 8 Moko Boyema, voilà. L'insigne là, vous pouvez un peu nous expliquer un peu qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce qu'on a opté seulement sur cet insigne là, de la bande rouge? Merci pour la question. Okay. Le pourquoi, de savoir pourquoi l'Organisation mondiale a opté d'avoir cet insigne rouge. Yeah. Le pourquoi, je ne sais plus. Okay. Mais par rapport aux raisons, c'est que cet insigne-là symbolise la solidarité, comme je viens de le dire. Le pourquoi, je ne sais plus parce que je ne suis plus le compositeur. Okay. Mais par rapport à ce que nous lisons tous, et je le sais bien, que ces symboles-là signifient la solidarité que nous tous nous devons apporter auprès des personnes qui souffrent de la maladie à virus, maladie de VIH-Sida. Donc pour que ces personnes-là se sentent soulagées, se sentent au fait concernées, se sentent très à l'aise vis-à-vis de nous tous. Donc ce que je pourrais dire en résumé par rapport à ces rubans-là rouges, ça symbolise la solidarité vis-à-vis de personnes vivant avec le VIH. Voilà, ok. Par rapport, je ne sais pas si on l'a dit au départ, mais je crois que nous avons pu échapper quelque chose concernant la signification du VIH-Sida. Que veut dire le sida? Que veut dire le VIH-Sida? C'est initialement, peut-être il y a comment, je ne sais pas. Pourriez-vous un peu nous expliquer VIH-Sida et la Kissinine en termes de... Vous comprendre, classe pénale, si c'est moi étymologique. Voilà, en termes étymologiques, que veut dire le VIH-Sida? Bon, le VIH, j'aimerais d'abord définir le VIH parce que nous parlons de la maladie. Voilà. Dès lors que c'est une journée internationale de lutte contre le VIH. Oui. Et au début, peut-être qu'on n'a pas eu le temps de le dire, peut-être nous avons oublié que le thème annuel, c'est d'abord oui, c'est ce que j'étais en train de dire, que la primo-infection va se caractériser par le signe banaux qui n'ont rien à voir avec la maladie. Et vous pouvez vous tromper pour dire que c'était le paludisme. Okay. Vous allez à l'hôpital, on dose, on cherche dans votre sang, on trouve que vous avez parfois aussi la malaria, on se confond pour dire que c'était la malaria. Pourquoi? C'est parce que le symptôme que présente la première phase de la primo-infection ne signifie pas, ne donne pas vraiment l'idée de comprendre que réellement c'était le sida. Et surtout que tout le monde est devenu maintenant médecin, tout le monde peut médiquer. Voilà, donc tu sens seulement la fièvre comme ça, allez, comment tu paracétamol au méli, comment tu sors comment au méli. Nous sommes devenus des experts en soulagement. Alors que ce n'est pas bon cela, ce n'est pas bon cela. Et quand vous vous sentez mal, vous avez un peu de malaise, il faut aller voir son médecin pour savoir c'est quoi. Okay. Où j'étais en train de ça, c'était la première phase. La deuxième phase, c'est une phase qu'on appelle asymptomatique. Les A privatifs, ça voudrait dire que c'est une période où le virus est dans votre corps, mais vous n'avez aucun symptôme, aucune plainte. Vous ne vous rendez plus compte que vous avez la maladie. Mais là, c'est plus dangereux. Cette période-là peut prendre de 7 à 15 ans, voire même 20 ans. Mais ça ne va pas entraîner la mort? Ça ne va plus entraîner la mort à cette étape-là, c'est parce que on n'est pas encore arrivé au stade du sida. Donc nous sommes au stade qu'on parle de l'infection à VIH. C'est tout un processus. Hein? Le stade du sida, c'est la dernière phase de la maladie où il y a beaucoup de complications. Je vais en arriver là-bas. Donc ça, c'était la deuxième phase qu'on appelle phase asymptomatique, qui peut durer de 7 ans à 15 ans, voire même au-delà de 15 ans. Et vous n'avez aucun symptôme. La troisième phase vient maintenant la phase qu'on appelle symptomatique. C'est là où la personne peut présenter maintenant même le même symptôme qu'elle a présenté au début, à la première infection, peuvent apparaître de nouveau le même symptôme. Il y a des maux de tête, fièvre, mais ici la seule différence c'est qu'ici il y a aussi le poids qui commence à diminuer.
Donc il y a chute, baisse pondérale. Vous pesiez par exemple 50, au cours de cette période, vous commencez à perdre votre poids. Vous aviez 50 kilos, maintenant vous pouvez avoir 42, 39, quelque chose comme ça. Mais là, on y est ça là, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que la maladie, elle est en train au fait, de gouverner votre corps. Il est en train de chercher comment occuper. Ok. Comment occuper? C'est parce que parmi les symptômes, vous pouvez avoir aussi l'anorexie, c'est-à-dire que manque d'appétit. Et du fait que vous ne mangez plus bien, vous allez voir qu'il y aura chute du poids. Et ça, c'est la phase qu'on appelle symptomatique, qui est la troisième phase. Vous avez dit manque d'appétit. Oui. Ces derniers temps, docteur, j'ai des manques d'appétit. J'espère que ce n'est pas les sida. Non. Je ne peux, parce que le manque d'appétit peut avoir plusieurs origines. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent donner le manque d'appétit. Heureusement, vous me soulagez. Le VIH, ce n'est pas le sida tout simplement. Ça peut être ça aussi, mais... Ah non, ne dites pas ça. Pour dire qu'il y a sida, il faut des examens. Ne dites pas ça. Donc ce n'est pas seulement avec les examens, l'examen clinique que le médecin peut dire justement que c'est le sida. Il faut toujours qu'il y ait des investigations biologiques. Il faut doser les sangs, chercher est-ce que le virus est là. Donc j'étais en train de dire que ça c'était la troisième phase qu'on appelle phase symptomatique, où le même signe de la première infection vient réapparaître. La différence ici, il y a diminution du poids avec des anorexies. Il y a aussi le même ganglion que je vous avais dit là. Les ganglions vont se tuméfier, ça va gonfler. Les ganglions, c'est le truc là qui... je sais pas. Des fois, on dit que ceux qui au zoki et bimi côté moussou, c'est les ganglions que vous parlez. On l'appelle nous on l'appelle ganglion satellite. C'est-à-dire que le ganglion fait partie du système immunitaire, système de défense du corps. C'est là où il y a le militaire du corps. Lorsque vous sentez que votre ganglion commence à prendre du volume, ça voudrait dire qu'il y a un processus. Il y a un corps étranger, soit qui pourrait être un germe, que le corps est en train de se défendre pour en se débarrasser. Et maintenant, pour ce faire, vous allez voir que votre ganglion commence à prendre du volume. Donc ça signifie qu'il y a ça ne va pas dans le corps. Maintenant, il faut investiguer pour savoir quelle est la cause. Donc, le gonflement des ganglions, c'est un symptôme. C'est un signe plutôt de maladie, de plusieurs maladies qu'ici qu'on dira, je ne peux pas dire parce qu'on ne parle pas de ça, on parle seulement du sida, que j'ai dit que le VIH-Sida aussi peut aussi donner des ganglions là. Une tuméfaction des ganglions, qu'on appelle l'adénopathie. Et la quatrième phase, c'est cette phase-là que les gens, tout le monde à la cité, partout, disent que le VIH-Sida. Les gens à la cité pensent que lorsqu'on dit le sida, c'est quelque chose comme ça. Non. Lorsqu'on parle du sida, ça signifie que la maladie a pris en vous déjà au-delà de 5 ans. 5 ans, voire même 15 ans, 20 ans. Vous voyez que depuis que j'ai commencé, jusqu'ici, quatrième phase, la maladie a pris des années en vous. C'est à ce moment-là qu'on peut parler maintenant du VIH. Ici, l'exception maintenant, c'est quoi? Et plutôt du sida. L'exception, c'est quoi? Ici, il y a présence des infections opportunistes. C'est quoi déjà les infections opportunistes? Ça signifie que présence de germes infectieux qui commencent à entrer dans votre corps dès lors que votre immunité est déficitaire, le corps n'a pas le moyen de vous défendre. Et c'est comme ça que les infections vont commencer à entrer en désordre dans votre corps. Et généralement, ce sont des infections banales. C'est-à-dire que pour une personne qui a une bonne immunité, un bon système immunitaire, ces infections ne peuvent plus se prévaloir. Mais dès lors que j'ai dit au début que cette maladie a une exceptionnalité dans le sens qu'elle diminue votre système immunitaire, c'est comme cela ces infections-là banales qui ne peuvent plus se prévaloir vis-à-vis du système immunitaire qui est bon, et ça va commencer à entrer de manière désordonnante. C'est ce qu'on appelle les infections opportunistes. Donc occasionnelles. Pourquoi? Parce qu'il y a baisse de l'immunité. Il ne pouvait plus se trouver dans votre corps, mais parce que vous êtes devenu défaillant, il entre. Donc c'est ça le stade qu'on parle, que nous appelons le stade du sida. C'est qu'après des années, la personne devient fragile sur le plan immunitaire
Et cette phase ici, la particularité, c'est que même à la cité, même ceux qui ne sont pas professionnels peuvent même soupçonner que la personne a le sida. Donc là, ils soupçonnent, mais déjà la maladie a déjà atteint un niveau très avancé. Le dernier stade, la dernière phase. Ok. La dernière phase, ici, maintenant l'amaigrissement que j'ai dit à la troisième phase, maintenant ici ça devient proéminente. On appelle ça cachexie. Donc vous voyez que la peau commence à se coller sur les os. Vous pouvez compter le côte de la personne, même de loin comme ça. Mais est-ce que de cette manière-là, ça se manifeste chez tout le monde? C'est-à-dire, à ces stades-là, oui, c'est tout le monde lorsqu'on arrive, si au début, vous voyez qu'il y a des années, beaucoup d'années pour qu'on arrive là-bas. Si depuis que le sida est dans votre corps, on n'a jamais investi pour dire que vous êtes atteint et qu'on vous prenne en charge, alors vous allez toujours arriver à ce niveau-là. Mais vous ne pouvez plus arriver à ces stades, plutôt avec ces manifestations, par exemple la cachexie, l'amaigrissement profond, lorsqu'on vous a pris en charge tout au début. Par exemple, le sida entre en vous aujourd'hui une année, par exemple, soit un mois, oui, 3 ans, un mois, une année, on comprend qu'on investit que vous avez la maladie. On commence à vous traiter. Là, vous n'allez pas peut-être arriver à ce stade-là de cachexie, de l'amaigrissement profond. Mais si on n'a jamais investigué pour savoir que vous êtes atteint, mais vous allez toujours arriver là-bas, dès lors que vous n'avez rien qui vous protège. Donc vous allez toujours arriver à ce niveau-là. Mais déjà parlons un peu de ce que vous venez de dire là tout à l'heure là. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment ces derniers temps, dépistage, mais c'est quoi en fait? Les années exactement, parce qu'on a l'impression comme si dépistage, vous pouvez un peu nous dire un peu qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi? Bon, le dépistage, les osalamate, bon, ce qui est vrai que c'est rarement que cela se fait. Ici, je ne saurais plus d'abord dire le pourquoi, c'est parce qu'il y a un programme bien établi qui s'occupe de la matière, qu'on appelle le programme national de lutte contre le VIH-Sida. Voilà. Mais par rapport à ce que nous suivons, il faut des moyens d'abord pour que les sensibilisations puissent se faire. Mais dès lors que le moyen fait défaut, je pense que ça pourrait être l'une des causes qui fait que les sensibilisations ne puissent pas être un peu permanentes. Mais ça se fait, mais de manière rarissime. Ok. D'accord. Nayebi était Moussoupe Bazala quitté lundi biso en fait aujourd'hui Tozo Lebela journée internationale contre journée internationale de la lutte contre le VIH/SIDA na plateau oyo nazanga mon côté je suis accompagné du docteur Charles Masianzambi c'est un spécialiste un généraliste naye tomeki un peu ko solo là un peu sur la journée sur le VIH/SIDA qu'est-ce que c'est animi journée et le Belinimi, pourquoi est-ce que Ponika Kamukula Lelo, pourquoi Temezani, donc par rapport à ma camion Soana, Nazana, docteur Charles Masianzambi de Tozo, mais un peu ko solo là, Tozo, mais un peu ko Kabola, Toza GSM Info TV, en tout cas, j'en profite aussi à Koyebisa abonner, Nyonso, pour continuer toujours à s'abonner, pour continuer toujours à liker, à partager, n'a pas si merci en tout cas pour s'abonner chaque jour. Liker, ça nous fait vraiment du bien. Voilà, je reviens à vous, docteur Charles Masianzambi. Non, aussi dicité, mais j'espère que Kalami était aussi ça. Tozo un peu chuté malembe. Tellement les soleils tellement qui toko yomo yebika ka VIH/SIDA. Voilà. Docteur Masianzambi. Voilà, vous avez dit que le programme qui s'occupe de ça, c'est le PNMLS, c'est ça? Voilà, oui, exactement. Le PNMLS. Et par rapport, déjà le VIH/SIDA, entre les hommes et les femmes, qui sont le plus atteints? Est-ce qu'il y a une part, c'est les femmes qui sont plus atteintes ou bien c'est les hommes qui sont plus atteints? Mais si c'est les femmes, dites-nous un peu pourquoi c'est les hommes, pourquoi c'est les femmes, pourquoi ce n'est pas les hommes, pourquoi c'est les femmes? Ah bon, le statistique montre noir sur blanc que c'est la population féminine qui est beaucoup atteinte
contrairement à la population masculine. Pourquoi? Oui. C'est parce que le virus du sida, le VIH, sa nature chimique, c'est une glycoprotéine. C'est une glycoprotéine, c'est-à-dire qu'il est composé d'une partie du sucre, c'est-à-dire le glucide, et d'un côté des protéines. Alors dans le corps, le système de défense a aussi, parmi ces militaires, qu'on appelle des cellules de défense. Vous avez des militaires? Oui. Ok, donc les VIH-Sida là, il y a aussi les militaires là-bas. Non, non, le militaire, c'est le système immunitaire de notre corps. Ah, ok. Donc je prends comme exemple, c'est comme si c'était le militaire qui assure la défense du pays, au fait. Ok. Donc c'est dans ce sens que je voudrais comparer que le militaire que nous avons puisse chasser, au fait, cette infection-là, soit ces germes-là. C'est comme ça se fait comme chez nous, lorsqu'un infiltré, un rebelle entre, et la police, soit l'armée congolaise, doit faire en sorte qu'il puisse chasser cet infiltré-là. C'est ça aussi qui se fait dans le corps. Maintenant, le virus du sida, comment il entre? Lui, pour l'entrer, parce que sa composition chimique, c'est apparemment la même chose avec notre cellule de défense qu'on appelle CD4. C'est comme cela, lorsqu'il va entrer, il va se lier sur cette cellule. C'est comme cela, le soldat du corps, le système immunitaire va confondre pour comprendre comme si c'était sa propre cellule du corps. Au lieu d'en attaquer, il ne va plus attaquer à cette cellule parce qu'il se croit comme s'il est visité par une cellule du corps, en fait, encore. Alors que c'est un étranger qui entre. Et c'est ce qui fait que le virus ici entre dans notre corps. Pourquoi je voudrais me répéter pour une meilleure compréhension? C'est parce qu'il a la même composition que notre cellule de défense qu'on appelle CD4. Il va se lier là-bas et il va entrer. Le corps ne va plus en reconnaître étant comme étranger pour en déguerpir, mais au contraire, il va accepter parce qu'il s'est dit c'est la cellule de son corps. C'est comme cela qu'il va entrer dans le corps. Maintenant, pour entrer, parce que le virus ici ne reste pas à l'extérieur du cellule, il est intracellulaire. Il ne vit qu'à l'intérieur de la cellule. Mais pourquoi il vit à l'intérieur? Il y a quelque chose qui l'attire là-bas à l'intérieur? Mais il accepte l'atmosphère de la cellule. Si vous me posez cette question, parce que malgré que c'est vous qui posez, moi je vous réponds, je vous poser la question, pourquoi vous restez dans la maison? Pourquoi vous passez une nuit dans la maison et pas à l'extérieur? Parce que l'extérieur n'est pas un milieu convenable pour rester. Lui aussi, c'est à l'aise à l'intérieur. Sa nourriture se trouve à l'intérieur de la cellule qu'à l'extérieur. Maintenant, pour qu'il arrive à l'intérieur de la cellule, il va se lier à cette cellule CD4 que je viens de dire. Et il y a aussi son cofacteur avec le cofacteur. Et cette cellule, il va se lier, il entre à l'intérieur des cellules. Maintenant, il y a une catégorie de personnes qui n'ont pas ces cofacteurs. Ceci voudrait dire que le virus ne peut pas entrer à l'intérieur des cellules de ces personnes-là. Et ces personnes-là, c'est uniquement les hommes, pas les femmes. Par exemple, je dis que, qu'est-ce que je pourrais dire? À une université comme cela, je prends, qui a par exemple deux facultés, par exemple la médecine et l'économie. Mais celui qui veut faire la vétérinaire ne va plus entrer. Donc c'est la même chose avec lui là. Pour que le virus entre, il va se lier à la cellule CD4 avec son cofacteur. Bien, dès lors que votre nature, Dieu comme il vous a fait, il vous a pas donné ces cofacteurs, et le virus ne va plus entrer chez vous. Et ces cofacteurs, souvent, chez certaines personnes, chez certains hommes, on ne le retrouve plus. C'est pour cette raison qu'il y a des hommes qui ne peuvent plus faire le virus toute leur vie. Mais toutes les femmes ont ces cofacteurs et bien, ils sont susceptibles à attraper la maladie. Donc, la raison, c'est celle-là. C'est celle-là. Ok, merci beaucoup, docteur Charles Masianzambi. Et aussi écoutez s'il vous plaît, une raison que je peux ajouter, si on prend en termes de l'organe génital de l'homme, vous voyez que l'organe génital de l'homme, il est tellement long. On peut s'accoupler, ici on fait, des personnes peuvent peut-être faire des relations sexuelles, aussitôt fini, peut-être une minute, la personne va y aller uriner. Mais vu que la longueur de son appareil génital, ça va faire que l'infection qui pouvait entrer pourrait sortir à travers les urines. Mais chez la femme, il y a la courtesse de l'urètre. Aussitôt que les germes entrent, il a la facilité d'entrer à l'intérieur.
Donc, et ça, ce n'est pas seulement pour le VIH-Sida, c'est presque pour toutes même les infections sexuellement transmissibles. Les infections urogénitales, c'est l'une des raisons qui fait que les femmes puissent faire beaucoup d'infections sexuellement transmissibles et urogénitales que les hommes. Donc voilà ce que je pourrais vous dire par rapport à votre question de savoir pourquoi beaucoup plus les femmes que les hommes. Voilà, docteur Charles Masianzambi, parlez-nous un peu de mode de transmission. VIH-Sida et PSAMARANE, les arabes, moi bisous, simili boko, le boko, comme le cas coronavirus de tout le monde, au moins 5 mètres, ou bien expliquer un peu comment est-ce que cela se transmet. Voilà, les modes de transmission et PSAMARANE. Oui, merci. Par rapport à cette question, je voudrais revenir un peu sur une chose que nous n'avons pas dit. Ça pourra orienter aussi ceux qui sont en train de nous suivre, de comprendre en quelque sorte ce que nous sommes en train de dire. C'est ça. Je pense qu'avant de parler de mode de transmission, nous devons aussi, parce que c'est la journée internationale du VIH-Sida, donc c'est bien aussi d'avoir l'idée sur les statistiques de notre pays. Voilà, c'est très intéressant. Ceux qui nous suivent, principalement les Congolais, doivent comprendre que la maladie érige notre pays et plusieurs milliers de personnes vivent avec cette maladie. Et les statistiques de l'année passée, parce que les statistiques souvent sont données le 1er décembre. L'année passée, notre programme de lutte contre le VIH-Sida avait donné les statistiques où ils ont relevé qu'il y avait pour tout le pays, que la maladie, les statistiques étaient à l'ordre de 1,2% pour tout le Congo. Et la maladie est beaucoup retrouvée dans le milieu urbain, c'est-à-dire dans de grandes villes. Dans des grandes villes. Kinshasa, Matadi, Kolwezi, Likasi, Mbujima, Ikananga, Boma, ainsi de suite. Contrairement au milieu rural. Donc le milieu rural, la fréquence c'est un peu faible. Le taux c'est trop faible par rapport au milieu urbain. Mais pourquoi? Et à Kinshasa, ça représente 1,6% contre le milieu rural qui représente 0,9%. Pourquoi vous me dites? C'est parce que nous le savons bien que dans le milieu urbain, c'est là où tout s'est fait. Tout est permis. Tout s'est fait. Parce que vous venez de me poser la question de parler de mode. Nous allons parler, vous allez voir que tout cela s'applique beaucoup dans le milieu rural. Si on prend par exemple de la sexualité, parce que c'est l'une aussi de voies de transmission, vous allez voir que la sexualité s'exploite beaucoup plus dans le milieu urbain que le milieu rural. Ouais. Et ici, je voudrais ajouter une chose aussi, ces statistiques ont relevé que beaucoup plus c'est la population jeune, les adolescents qui sont beaucoup exposés. Et le taux important, c'est avec cette tranche, plutôt avec cette catégorie de personnes, c'est-à-dire que les adolescents, et en dehors des adolescents, il y a aussi les veuves et aussi les divorcés. Donc, les divorcés, les veuves, les adolescents sont beaucoup représentés. C'est chez ces personnes-là que la maladie vive beaucoup. Maintenant, vous me posez la question, pourquoi en milieu? Je viens de le dire. Et là, je vais basculer directement en termes de rapport avec le mode de transmission. Le mode de transmission, à l'époque, vers les années avant 2015. S'il vous plaît, docteur, je ne vous interromps pas la parole. Vous avez dit que c'est plus de jeunes. Les jeunes, les adolescents, voilà, les adolescents, les veuves, voilà, les veuves et quoi encore? Et les divorcés. Et les divorcés. Mais pourquoi les jeunes? C'est parce que les jeunes, c'est eux qui font la sexualité que je peux qualifier de sauvage, sans se protéger. Du moins, les adultes, actuellement, ils savent que pour s'accoupler, il faut utiliser un préservatif. Mais la plupart des jeunes, des adolescents, là, n'ont pas même des informations par rapport à ça. Même ceux qui ont même les informations, des fois, ils refusent. Ils refusent d'utiliser. C'est pour cette raison-là, et ils sont beaucoup exposés. Mais les adultes, lorsqu'ils le font, ils sont conscients, ils savent qu'ils le font peut-être pour un plaisir, pour satisfaire le corps, mais ils peuvent se protéger.
Contrairement aux petits, mais le veuve, pourquoi? C'est parce que le veuve, voilà. Le veuve, lorsque vous avez perdu votre homme, en fait, la sexualité, c'est un besoin, comme la nourriture, comme on cherche à avoir le téléphone, comme tous les besoins. Ça fait partie des besoins fondamentaux. Donc, dès lors que votre partenaire n'est plus là, vous pouvez avoir le désir et vous allez vous accoupler. Et généralement, le veuve, le mari est décédé, il vous a laissé avec 5-6 enfants, lourd de charge, vous ne travaillez pas. Ici, actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On se donne dans ces secteurs, vous devenez prostitueuse ou vous allez commencer à vendre peut-être le corps pour chercher de quoi faire vivre vos enfants. C'est comme cela, ils sont beaucoup exposés. C'est comme cela. Et c'est la même chose avec les divorcés. Vous avez quelqu'un qui vous prend en charge, il est décédé, soit vous êtes plutôt les divorcés, vous vous êtes séparés et vous n'avez pas qui vous donner 100 francs pour vous nourrir. Vous allez commencer parfois pour les autres, et les uns les autres, peut-être ils peuvent commencer à vendre le corps pour chercher comment se nourrir. Et vous voyez, le thème de cette année, c'est l'égalité. Poussons pour l'égalité plutôt. Voilà. Poussons pour l'égalité. Voilà. Parce que je viens de le dire déjà au début que l'objectif qui était fixé pour que la maladie soit éradiquée d'ici 2030 ne sera plus atteint dès lors que les inégalités subsistent. Maintenant, vous me posez la question de savoir si c'est quoi le VIH-Sida. Voilà. Je commencerai d'abord à définir. Le VIH-Sida, c'est une maladie virale qui est causée par le virus de l'immunodéficience humaine. Mais l'acronyme VIH, c'est un cycle qui voudrait dire simplement virus de l'immunodéficience acquise. Peut-être les termes peuvent peut-être vous être un peu compliqués de comprendre c'est quoi OVJ, c'est ce que je voudrais dire, même ceux qui sont en train de suivre. Voilà. Le terme virus de l'immunodéficience acquise, si vous sentez le terme déficience, signifie la destruction, diminuer, rendre faible, fragile. Donc ce virus, lorsqu'il entre dans notre corps, il a le rôle, son rôle c'est de détruire notre immunité, de rendre notre immunité faible. Ceci voudrait dire qu'une immunité qui devient faible ne va plus se faire face vis-à-vis à une maladie ou à un germe quelconque. C'est ça le virus du sida. Donc c'est ça son rôle dans le corps. Il est là, c'est comme cela. Même, vous allez voir, on va parler peut-être tantôt là de symptômes. Vous allez voir où les symptômes tirent leur origine. C'est parce que ces germes, lorsqu'ils entrent dans le corps, il est là pour paralyser votre immunité. C'est comme cela on parle du terme immunodéficience. Immuno signifie immunité, système immunitaire du corps. Déficience, ça signifie ça désaltère, ça détruit, ça diminue la force du système immunitaire. C'est ce qui voudrait dire l'acronyme VIH. Mais le sida voudrait dire syndrome de l'immunodéficience acquise. En médecine, lorsqu'on parle du syndrome, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de symptômes et de signes. Les symptômes, ce sont les plaintes pour lesquelles le malade vient à l'hôpital voir le médecin, vient consulter. Et les signes alors? Le signe, c'est ça que le médecin cherche auprès du malade et en connivence avec les symptômes, et le médecin peut y mettre un diagnostic. Donc ça signifie que le virus de l'immunodéficience acquise lorsqu'il entre dans votre corps, il doit devoir donner le symptôme, le plainte qui vont pousser le malade à venir à l'hôpital. Et le médecin, après son examen, soit au cours de son examen, il doit émettre le signe qui vont lui permettre de poser un diagnostic. Donc ça signifie que c'est ce virus qui a pour objectif de diminuer votre défense, de paralyser votre système immunitaire, va se caractériser, va se manifester par la présence des symptômes. C'est comme ça qu'on parle du terme syndrome de l'immunodéficience humaine. Ça signifie que ce sont les signes et symptômes qui apparaissent parce que dans votre corps, il y a une diminution du pouvoir du système immunitaire. Ok, déjà on parle déjà des symptômes. Parlons déjà des symptômes. Quels sont les symptômes du VIH-Sida? Comment est-ce que le VIH-Sida se manifeste-t-il? Bon, le VIH-Sida, d'abord, pour parler de manière trop claire avec les symptômes du VIH-Sida, nous avons 4 stades. Pour qu'on arrive
au stade on appelle, où on parle du sida proprement dit, nous devons passer par 3 stades avec le stade du sida. Donc ce qui voudrait dire que nous avons 4 stades que la maladie traverse pour qu'on arrive à la maladie, pour qu'on arrive au stade qu'on appelle sida. Donc la première phase ou étape s'appelle primo-infection. Voilà. Comme le terme le dit, première infection. Les internautes, j'espère que moi, Bik Eza, pour Namoni, Maté, Penza et Bandi, j'espère que moi, stylo Eza, moi, papier. Donc, tout l'andabu sonyon sur Maté. J'étais en train de dire qu'il y a 4 phases par rapport à la symptomatologie du virus de l'immunodéficience humaine. La première phase s'appelle primo-infection. C'est une phase qui prend environ 15 jours, c'est-à-dire que lorsque le virus entre dans le corps humain aujourd'hui, environ 15 jours, la personne peut commencer à présenter quelques plaintes, quelques symptômes, notamment la fièvre, des maux de tête, de douleurs musculaires. Et il peut aussi avoir de gonflements des ganglions, ce qu'on appelle en médecine adénopathie, un peu de suite. Donc ce sont des signes, des symptômes en fait un peu banaux, qui n'ont rien à voir, qui n'expliquent pas clairement la maladie à virus du sida. Mais cela n'est pas un danger pour la personne. Cela ne pourra pas peut-être entraîner, je ne sais pas, en négligence, c'est-à-dire que tu ne sais pas que c'est ça. Donc par rapport aux signes là, les signes là banaux là que vous êtes en train de dire là, ce n'est pas préjudiciable à la santé de la personne. Bon, c'est préjudiciable dans le sens que tout le symptôme toujours indispose la personne. Même vous-même, lorsque vous faites la fièvre, parfois vous n'avez pas l'appétit à manger, ça vous indispose. Donc tout symptôme peut rendre indisposant la personne qui souffre. Donc dans ce sens-là, ça peut préjudicer. Mais ici, la nuance, c'est qu'avec le sida, c'est que la première phase de première infection, la maladie vous donne des symptômes qui n'ont rien à voir avec cette maladie. Et vous risquez même de confondre qu'il s'agirait par exemple du paludisme, typhoïde ou quoi que ce soit. Mais pourquoi cela? Ce sont les caprices, il y a d'autres ou comment? Oui, au fait, c'est aussi c'est le corps, mais aussi c'est la manifestation de la maladie. C'est comme cela, le sida, au fait, c'est une maladie chronique. Si on arrive à prononcer le terme sida, déjà la maladie chronique, voilà. C'est-à-dire quoi? Parce que tous les internautes n'ont pas moi français, moi équima, les moi français équima, donc quoi expliquer un peu. Chronique, ça signifie que c'est une maladie qui dure très longtemps. Chronique en médecine interne, c'est juste lorsqu'on parle en médecine interne d'une maladie chronique, ça signifie que la maladie a pris déjà une durée qui serait supérieure ou égale à 3 mois. Donc ça devient une maladie chronique. Mais une maladie, vous souffrez par exemple 2 jours, 3 jours, 1 mois, ça c'est une maladie aiguë. Voilà. Maladie chronique, c'est-à-dire que c'est au-delà de 3 mois. C'est comme cela, d'ailleurs, vous allez voir avec les stades que je suis en train de donner, pour qu'on parle du VIH, vous allez voir des années. Donc le sida, le virus est entré dans votre corps beaucoup d'années, une dizaine d'années, où vous allez vous rendre compte que vous avez maintenant la maladie qu'on appelle VIH. Donc c'est ce que j'étais en train de dire, que le premier infection, ça va se caractériser par le signe banaux qui n'ont rien à voir avec la maladie. Oui, j'étais en train de parler de mode de transmission. Voilà. Et je disais que vers les années avant 2015, on parlait beaucoup plus d'une mesure trilogique qui comprenait 3 volets. C'est-à-dire que pour qu'il y ait transmission de maladies, d'abord, qu'est-ce que j'étais en train de dire? La transmission, elle est sanguine. Je voulais confondre avec le mode de transmission. La transmission, elle est sanguine. Ça signifie qu'il doit avoir contact du sang d'une personne malade et le sang d'une personne qui n'est pas malade. Lorsque les 2 sangs se mettent en contact, maintenant il y a transmission. Ça, c'est le mode de transmission. Mais là, le voie de transmission, comment la maladie peut se transmettre? Bien sûr que c'est par contact avec le sang. Il y a 3 modes, il y a 3 voies de transmission. Vous avez la transmission sexuelle. Vous avez une transmission qu'on appelle mère à l'enfant, c'est-à-dire qu'au cours de la grossesse, généralement vers le dernier trimestre, où le virus peut quitter de la maman vers l'enfant, et ça peut se transmettre aussi
au cours de l'accouchement, pendant que l'enfant sort des voies génitales, il peut avoir fait intégration, peut-être soit contact du sang maternel et l'enfant, et la maman, et plutôt l'enfant peut être maintenant atteint de la maladie, soit pendant l'allaitement. Dès lors que pendant que l'enfant est en train d'allaiter, il y a des enfants, lorsque le dent commence à sortir, la première éruption denture, là, des fois l'enfant a tendance à mordre. Quand il vous mord là, vous allez voir qu'il y a du sang qui sort et l'enfant peut être contaminé. Mais normalement, lorsque la femme est enceinte, il y a aussi possibilité que le virus quitte la maman vers l'enfant. C'est cette transmission qu'on appelle mère à l'enfant. Mais aussi à travers la transfusion. C'est comme ça actuellement on parle de la transmission isogroupe VIH testé, hépatite testé négatif. Actuellement, pour qu'on puisse transfuser, on doit tester dans votre sang s'il y a le virus du sida ou de l'hépatite. Et si on trouve qu'il n'y en a plus, on va transfuser. Mais lorsqu'on transfuse sans faire le test pour savoir qu'il y a le sida ou pas, alors on peut partager la maladie. Voilà la maladie, comment ça peut se transmettre. Ok, nous allons chuter parce que ma soeur l'équipe est moi et lengi de la zabo na sina koti na kati so na big men on a zo coma. Donc la matière elle est vraiment très intéressante, mais l'heure c'est l'heure, donc on peut pas en abuser. Voilà un peu docteur, est-ce que le VIH peut aussi être soigné traditionnellement? Donc c'est-à-dire beaucoup qu'on a bu sur oyo melimo moi mundongo melimo bulukutu surtout bulukutu na la personne encore comment Congo bololo, voilà Congo bololo nde to monela ko sakanate. Donc moi fièvre pas mameki Congo bololo. Donc dites-nous un peu, est-ce que aussi le VIH/SIDA peut être aussi soignable comme ça avec les plantes traditionnelles, voilà un peu, voilà. Bon, normalement, nous parlons, moi je fais la médecine moderne. Ok. Cette question-là pourrait être posée auprès des praticiens. Mais je sais que actuellement, même dans ces médicaments-là qu'ils utilisent, le plante médicinale, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune plante qui est là pour guérir le VIH/SIDA. Et je passe pour vous répondre qu'actuellement, il n'y a aucun traitement pour guérir, il n'y a aucun traitement. Le traitement, il est là tout simplement pour réduire la charge virale, pour permettre la personne à survivre. Donc pour mettre fin un remède à mettre actuellement, il n'y a pas un médicament pour guérir comme vous avez les antipaludéens, par exemple la quinine. Vous avez le paludisme, on vous donne la quinine et la maladie termine. Non, non, non. Actuellement, il n'y en a plus. Mais les études sont en cours, on est en train de travailler. On ne sait plus quand le médicament pourrait être disponible, mais présentement, il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais si vous allez me permettre que je puisse parler de la prévention, parce que je vois nous attendons vers j'allais déjà poser cette question. Si vous avez déjà entendu, même ceux qui nous suivent, ils ont déjà compris qu'il n'y a aucun traitement. Le meilleur traitement reste préventif. Il faut prévenir. Prévenir, voilà. Dans le passé, on parlait beaucoup plus, la prévention consistait de manière très logique, c'est-à-dire qu'il y avait trois éléments qui qualifiaient la prévention. C'était la fidélité, c'est-à-dire que lorsque vous êtes marié, vous devez être fidèle à votre partenaire. Au lieu d'aller chercher ailleurs, ça va vous amener la maladie. Et il y avait aussi l'abstinence. Si vous n'êtes plus marié, donc il faut éviter de s'accoupler. Surtout ça. Et troisièmement, il y a l'utilisation correcte des préservatifs. J'ai dit correcte. Utiliser les préservatifs ne vous épargne plus automatiquement. Mais utiliser les préservatifs de manière correcte, cela vous épargne des maladies, pas tout simplement du VIH/SIDA, mais des autres maladies. Ça, c'était dans le temps. Mais actuellement, au-delà des trois méthodes-là, il y a aussi ce qu'on appelle la prévention pré-expositionnelle et post-expositionnelle. Ça signifie quoi? Qu'actuellement, il y a le médicament, toujours les antirétroviraux qu'on donne pour la prise en charge. Il y en a actuellement qu'on peut vous donner avant que vous y entrez en contact avec le sang, soit de matériel souillé, contaminé du VIH. Vous pouvez prendre ces médicaments-là, généralement 48 heures avant, et vous entrez en contact avec le milieu souillé, vous n'allez pas développer la maladie. Je donne un exemple.
je ne vais plus parler de la sexualité. Par exemple, pour nous les médecins, les chirurgiens, ils font les examens préopératoires, ils réalisent que la personne a le VIH. Mais on va l'opérer. Donc avant de l'opérer, le médecin avec son assistant qui vont toucher le sang de la personne qu'on doit opérer, ils peuvent prendre le médicament 48 heures ou 24 heures avant. Et lorsqu'ils vont opérer, même qu'il y a contact, même s'il y aurait contact avec le sang de cette personne qui a la maladie, et ils ne vont plus développer la maladie. Pourquoi? C'est parce qu'il y a déjà le médicament qui ont précédé l'entrée de la maladie dans du virus dans votre corps. C'est ce qu'on appelle la prévention pré-expositionnelle. C'est-à-dire que vous prenez déjà le médicament avant d'entrer en contact avec le virus. Ça, c'est le premier. Post-expositionnel, c'est-à-dire qu'avant 72 heures, si vous vous rendez compte que vous avez été en contact, votre sang a été en contact avec le sang d'une personne qui a le VIH-Sida, vous pouvez prendre le même médicament maintenant, 48 heures avant, et vous n'allez pas développer la maladie. Donc c'est ça la particularité actuelle avec la prévention. Donc vous avez la fidélité, l'abstinence, l'utilisation correcte de préservatifs, la prophylaxie ou la prévention pré-expositionnelle et post-expositionnelle. Voilà, merci beaucoup docteur Charles pour votre présence, pour votre disponibilité. J'espère au moins qu'on t'écoute un tsunami kolo oyo ezali koya. Merci beaucoup en tout cas. Je vous remercie. Merci beaucoup madame, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous dis merci aussi de m'avoir invité. Je pense que ça ne sera plus la toute dernière fois dès lors que j'ai des choses que je vais m'entretenir avec vous. Ça serait vraiment un plaisir pour vous, pour moi, de tourner encore pour la prochaine fois avec vous. Voilà, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de GSM Info TV, Ezalaki Singa, grâce Bampende, concernant la journée internationale de la lutte contre le VIH-Sida. Et aujourd'hui, j'ai reçu pour vous le docteur Charles Massianzambi avec qui on a discuté sur la dite journée. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. En tout cas, j'ai dit merci à mon manager Francisco da Costa depuis Londres. Merci à vous pour l'opportunité de côté les maliboso ya ba internaute pour na koloba. Je dis aussi merci à toi Star Yoda di ozana sima caméra. En tout cas, coup de chapeau à toi. En tout cas, merci à toi du professionnalisme que tu es en train toujours d'exercer. J'ai dit aussi merci à ma grande famille. En tout cas, dédicace spéciale à mon géniteur, à mon très cher papa. Félicitations à vous pour votre nomination de l'administrateur de la SANSAP. J'en suis fière. Merci à vous, papa Théodore Bampende Lukengu. Je dis aussi merci à toute ma famille. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Excellente journée à vous. Bye bye.